31 décembre de l'an 2024, mesdames, messieurs, vous avez fait l'option optimale pour être au cœur de l'actualité sur votre radio, la radio Sauta FM. Voici les titres de ce journal. Quelques heures nous séparent encore de l'année 2025. Une nouvelle année s'ouvre à partir de 0 heure. Déjà, quelle est l'ambiance des préparatifs de la fête du Nouvel An sur place ici à Malanville? Élément de réponse assure sans doute. Nous parlerons des meilleurs vœux, la place de ces vœux pour les citoyens malanvillois. Restez de notre posture. Et puis les personnes handicapées peuvent désormais se frotter les mains, et ceci à cause de l'initiative du gouvernement qui met désormais à leur disposition une carte d'égalité de chance. Que comprendre réellement de cette carte d'égalité? À tout comprendre, c'est dans ce journal. On sait désormais un peu plus sur le processus de reversement des AME. Des actions ont été engagées en vue de la concrétisation du reversement. C'était au détour d'une conférence de presse le week-end écoulé. Aristide Médénon, directeur général de l'économie, sera dans ce journal pour nous apporter quelques éléments de détail. À suivre également la revue de presse nationale de Lukman Worutio. Mesdames et messieurs, c'est là pour ce qui fera l'horizon de l'actualité dans quelques instants. Sauta Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sauta FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, merci de nous préférer pour vous informer. Encore quelques heures et l'année 2024 sera conjuguée au passé. Une nouvelle année s'ouvre à partir de 0 heure. Un changement d'année commémoré à travers le monde. À moins de 12 heures du 1er janvier. Quelle est donc l'ambiance des préparatifs de la fête du Nouvel An? Une équipe de la rédaction de Sauta FM a fait le constat sur le terrain ici à Malanville. Quelques personnes se sont prononcées aux questions de l'équipe. On les écoute. Les préparatifs sont déjà en cours et pour moi c'est que chaque jour est un jour de fête, à la seule différence que le 31 est un jour spécial, donc tout le monde met la main dans la pâte et les préparatifs sont un peu spécifiques, donc, mais au-delà de tout c'est les moyens que tout le monde chante et pour le moment tout va bien. Bon, permettez-moi de rigoler un peu, mais cette question c'est, si vous me permettez, je peux vous la retenir parce que il n'y a pas un mets qu'on n'a pas l'habitude de manger. Enfin, tout ce qu'on a l'habitude de manger, je pense que c'est quelque chose qu'on va encore répéter. Mais à la limite, on va effectuer une petite sortie. Au cours de la sortie là, ce qu'elle n'a jamais mangé, peut-être je vais la faire manger. Ça serait une nuit à nous deux quand même, pour se rappeler les bons moments de la première rencontre. Voilà un peu ce que... au point. Au fait, moi, je remercie Dieu parce que le 31, vous voyez, depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce jour, beaucoup sont déjà partis. Vous voyez, nous autres, nous sommes encore sur pied. La famille est bien importante et disons, Dieu merci, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et d'autres sont en prison, d'autres sont dans les lits, dans les hôpitaux. Et puis voilà, nous autres, nous avons la santé. Nous ne pouvons que remercier Dieu et nous prions pour que ceux-là aussi, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, puissent sortir un jour et découvrir leur santé et découvrir leur liberté. Donc, pour nous qui sommes sur pied, moi en particulier, je ne peux que remercier Dieu et que parce que c'est une grâce de voir ce terrain-là. Donc, quelque chose de spécial est déjà prévu pour moi et pour la famille également. Dans le rang des fidèles chrétiens, la soirée de ce 31 décembre est marquée par une veillée appelée Réveillon sur place ici à Malanville. Comment sera gérée cette soirée? Le programme varie d'une personne à une autre. Suivez les propos des personnes rencontrées par nos reporters David Labo et Ousmane Tinola. Par rapport à la sécurité, je voudrais lancer un appel à l'endroit de tous les citoyens béninois et de Malanville en particulier de savoir faire bon escient de leurs engins, surtout en cette dernière période de l'année. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention, beaucoup de vigilance sur les voies parce que ce dernier jour, beaucoup pensent que c'est en faisant beaucoup de désordre qu'on est dans le fièvre de la fête, alors que c'est le contraire. Beaucoup de vigilance pour qu'il n'y ait pas de casse pendant cette période de fête. Mesdames et messieurs, restons dans cette même tendance. Et puis, il faut parler de cette traditionnelle action au sein de la société. Il s'agit des meilleurs vœux. À plusieurs sont ces citoyens qui, en cette période de fête de janvier, souhaitent
les meilleurs vœux à leurs semblables. Il s'agit de la formulation des vœux de santé, de paix, prospérité et autres bonnes intentions de la nouvelle année qui s'installe. Justement, quelle est la place donc ou la signification réelle de ces souhaits pour les citoyens malanvillois rencontrés ce matin par une équipe de nos reporters? On voit certaines personnes nous souhaiter les meilleurs vœux et tout. Bon, pour moi, c'est significatif quand ça vient des personnes proches et sincères parce que tout le monde peut te souhaiter les meilleurs vœux, mais il n'y aura pas de la sincérité. Donc, de mon avis, je pense que c'est une bonne chose quand ça vient des personnes que tu aimes et que tu affectionnes. C'est vraiment une bonne chose parce que se souhaiter les meilleurs vœux, c'est montrer qu'on a une affection et qu'on souhaite beaucoup de choses, de bonnes choses à la personne en question. Souhaiter meilleurs vœux à quelqu'un, bon, celui qui est en vie pendant du 1er janvier jusqu'à 31 décembre, c'est très bon. C'est quelque chose que Dieu, on va dire merci Dieu. Nous aussi, on est en bonne santé, on a trouvé et Dieu nous a donné la santé puisqu'on lui remercie. Il y a des gens qui ont cherché, il y a beaucoup qui sont partis, il y a d'autres qui sont à l'hôpital. Même malgré qu'on demande la grâce de Dieu qu'il n'a qu'à les guérir. Quand des bonnes, heureuses années là, tu vas souhaiter ce que tu as perdu dans l'année écoulée, que tu gagnes ça dans le nouvel an. Tu dis, bonne heureuse année, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, c'est futilité. Parce que l'avenir que tu cherches, mais on ne souhaite pas beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Il faut s'asseoir et réfléchir. J'ai gagné 500 000 l'année coulée, nouvel an là. Je souhaite que Dieu n'a qu'à me donner, je vais gagner 1 million. Dans cette même ligne droite, souhaiter de meilleurs vœux à son semblable ou à ses proches, un acte remarquable au sein de la société, oui, réel. Est-ce que ces vœux se réalisent tels ou-ils? Bon, grosse interrogation. Voici la réponse de quelques citoyens rencontrés. Souhaiter les meilleurs vœux, ça agit dans certains cas. Parce qu'il y a des cas, on te souhaite la santé, mais tu peux tomber malade pendant l'année. Mais quand ça vient, par exemple, ta maman te souhaite, vraiment, il faut réussir dans tes études, ceci, réussite, succès et tout, ça peut agir. Parce que tant que ça vient d'une personne sincère qui le dit sincèrement, ça va agir. Mais il y a des vœux qu'on sait que, oui, on le prend comme ça juste parce qu'on dit santé, pas de maladie, mais on tombe malade au cours de l'année. Donc, d'une part, ça agit, d'autre part aussi, ça n'agit pas, mais bon, c'est le meilleur vœu. L'année dernière, on m'a souhaité longue vie, réussite, succès, et je suis contente parce que je suis toujours en vie. Je peux dire que ça se réalise. Comme tu es en train de travailler, tu gagnes un petit sou, et jusqu'à l'année est finie, tu vas faire de ton bilan pour voir ce que tu as fait du 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Est-ce que tu es parti à l'hôpital ou bien quoi? Au moins, tu as fait le bilan, ce qui te reste, et tu as fait la fête, ce qui va te rester. On va rentrer dans le nouvel an, joyeux nouvel an. Il n'a qu'à prier à Dieu, puisque on va trouver encore 31 décembre comme aujourd'hui. Quand les gens se souhaitent bonne année, bonne heureuse année, c'est pas n'importe qui trouve les 365 jours. Dieu est juste. Ce que tu as demandé dans ton cœur, c'est ça que tu veux prendre. Et ne regarde pas que mon prochain, aujourd'hui, lui, il a payé à du neuf. Moi-même, je vais essayer. Je vais le dépasser, je vais payer Kazia. C'est pas ça. Mais ce que tu as choisi dans ton cœur, c'est ça que Dieu te donne. Moi, je souhaite à la population de Malanville moins de vitesse de la circulation, moins d'alcool, et je leur souhaite une bonne heureuse année. Et bien voilà, c'était donc l'avis de quelques Malanvillois sur la question des vœux. Mesdames, messieurs, on change de sujet à présent. Carte d'égalité de chance, c'est le nom d'une nouvelle pièce pour les personnes vivant avec le handicap. Elle a été initiée par le gouvernement du président Patrice Talon à travers le pays, dont l'objectif est de faire la promotion des droits de ces personnes. Les guichets uniques de promotion sociale SCPS, un bras opérationnel du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sont chargés de conduire le processus de recensement de la distribution de ces cartes à Malanville. Où en sommes-nous réellement? Une équipe de la rédaction a pu constater hier, lundi 30 décembre, la phase de concrétisation de l'initiative. Que savoir justement réellement du rôle de la carte? Suivez ici les explications de Cédric Assoba, chef du guichet unique de promotion sociale de Malanville.
Le guichet unique de protection sociale de Malanville procède à la remise des cartes d'égalité des chances aux premières personnes. Donc les cartes sont maintenant disponibles parce que on voit phase par phase. Ici, il s'agit aujourd'hui d'une première phase de distribution qui va concerner 19 personnes handicapées. Et donc le reste des dossiers qui sont déjà partis vont bénéficier des cartes et quand les cartes seront là, ils vont également entrer en possession de leur carte d'égalité des chances. Le rôle de la carte, comme son nom l'indique, on parle d'égalité de chances, c'est déjà dans un premier temps dans un souci d'équité pour offrir des conditions égales d'accès aux soins, à l'éducation, à la réadaptation et à tous les services publics de l'État. C'est des mesures qui sont établies déjà dans la loi de 2017 et c'est cette loi qui précise déjà que si une personne, on constate à son niveau une déficience, elle a automatiquement droit à une carte d'égalité de chance qui lui permet de bénéficier d'un certain nombre de droits qu'on a appelés aujourd'hui des mesures préférentielles. Et ces mesures préférentielles-là ont été édictées dans des décrets pour permettre aux personnes handicapées d'avoir les mêmes chances et les mêmes droits que personnes dites ordinaires, dont ils auront droit à partir du moment où ils ont leur carte d'égalité de chance. Mais un travail de sensibilisation et d'information doit continuer sur l'utilité de la carte et la manière dont il faut l'utiliser. Il ne faudrait pas que les personnes handicapées, bien qu'ayant les cartes, continuent de ne pas bénéficier des prestations dont ils ont droit en réalité. Selon le premier responsable du guichet unique de protection sociale de la commune de Malanville, la distribution de ces cartes se fait en 2 phases et il invite tout de même les bénéficiaires à bien garder ces pièces pour bénéficier de ces avantages et profite justement de l'occasion pour inviter donc le reste à se faire inscrire au niveau du guichet unique de protection sociale de Malanville. Cédric Assoba qu'on écoute. Les personnes handicapées sont des personnes comme toute autre personne, d'accord. Ils doivent être traités comme tels et on n'a pas besoin de les léser au quotidien à cause de leur handicap. Nous avons collecté un certain nombre de dossiers qui sont partis. Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir déjà enrôlé toutes les personnes handicapées de la commune de Malanville. Ceux qui ne sont pas enrôlés, de venir au guichet unique de protection sociale pour déposer leur dossier. À la fin, ils reçoivent un récépissé de demande de dossier. Et c'est sur la base de ce récépissé-là qu'il peut brandir demain que je suis venu quand même dans une structure pour déposer un dossier. C'est gratuit. Occasion pour les bénéficiaires de la commune de Malanville de se dire très contents de l'initiative du gouvernement du président Patrice Talon. Extrait de leurs propos. Vraiment, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir cette carte d'égalité de chance. Vraiment, je remercie tous les actionnaires qui ont contribué par rapport à cette démarche jusqu'à aujourd'hui que la carte a pu sortir. Je suis très fière de cette carte. Je remercie le gouvernement et Microfinance qui supportent les handicapés pour tout le Bénin. À l'instant, l'avis de quelques bénéficiaires de cette carte de chance d'égalité aux personnes handicapées. Nous marquons juste une courte pause, c'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Prenons donc la direction de Cotonou, reversement des AME. On en sait désormais un peu plus sur le processus. Après la promesse faite par le gouvernement du président Patrice Talon de changer donc le statut de cette catégorie d'enseignants, des actions ont été engagées en vue de la concrétisation du reversement au détour d'une conférence de presse animée vendredi 27 décembre dernier à Cotonou. Le directeur général de l'économie a fait le point des actions passées en faveur des AME. Aristide Médénon revient tout de même d'abord sur les avantages accordés aux AME. On l'écoute. Au départ, les AME avaient un contrat de 9 mois, comme vous le savez. Mais dès 2023, le gouvernement a fait passer le contrat à 12 mois, mais avec 11 mois de revenus fermes, 10 mois de revenus mensuels et 50% pour les 2 restants mois. Donc ça fait 11 mois de revenus fermes sur 12 jusqu'en 2023. En mars de cette année, en mars 2024, le gouvernement a pris 8 nouvelles mesures. Parce qu'en tant les fonctionnaires, les travailleurs de l'État que nous sommes, nous avions bénéficié d'une mesure de revalorisation de nos revenus dès décembre 2022. Le gouvernement
voulant assurer l'équité, puisque en face, dans le budget 2024, on avait prévu de reverser 3 000 au titre de l'année 2024, à raison de 1 500 pour l'enseignement de base et 1 500 pour le secondaire. Mais face à 31 000 et face aux mesures d'allocation supplémentaires que le gouvernement a accordées à des enseignants qui exercent dans les mêmes établissements que les AME, le gouvernement a dû se rétracter d'abord pour donner plus de moyens aux 31 000 que de reverser les 3 000. Le temps de prendre du moment pour simuler quel sera l'impact financier global compte tenu des options, bien des critères qui seraient retenus. Et donc, la promesse de reverser 3 000 aspirants au métier d'enseignant sur les 31 000 ne sera pas concrétisée selon le conférencier. Cependant, le gouvernement du président Patrice Talon prévoit accorder le statut d'agent contractuel à plus de 2 000 enseignants aspirants. Que retenir réellement ou concrètement des actions exécutées dans ce sens? Suivez donc la réponse du directeur général de l'économie Aristide Médenon. À l'heure actuelle, je peux vous dire qu'il y a un comité interministériel qui a déjà fait des simulations sur la situation des AME. Au départ, nous étions partis sur un reversement promotion par promotion. Mais quand nous regardons les statistiques sur les 31 000, la promotion, la première, qui est celle de 2019, fait 23 000 agents, avec un effet financier de 42 milliards additionnels sur les 52 milliards pour les 31 000 AME. Quand je dis effet financier de 42 milliards additionnels, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, le revenu des AME se trouve déjà dans le budget de l'État. Quand ils seront reversés, ils changent de statut, ils deviennent contractuels de droit public. Donc, vont bénéficier du coup des salaires des enseignants qui sont fonctionnaires ou agents contractuels de l'État. Donc, cela dégage un gain additionnel sur les finances publiques. Et quand nous avons calculé le gain pour la première promotion, ça fait plus de 42 milliards de francs CFA en un an. Sachant bien que tous les 2 ans, il y a un mécanisme d'avancement automatique qui va augmenter leurs revenus, donc avec un effet financier additionnel sur les finances. Pour ce reversement, un certain nombre de critères est élaboré par le comité interministériel selon Aristide Médenon qui nous dévoile ici les critères. On l'écoute. Dans le comité interministériel dont je vous ai parlé, nous avons envisagé d'autres critères de reversement qui intègrent d'autres paramètres d'équité, bien sûr, tels que l'âge, puisque bientôt, parmi eux, il y en a qui sont âgés. Dans le fichier, on a même trouvé des gens qui ont plus de 45 ans. Donc, nous voulons être vraiment équitables dans l'opération de reversement pour donner la chance à ceux-là qui sont proches déjà de la sortie d'être pris en compte. Il y a aussi le critère de la notation. Vous savez que c'est des gens qui ont fait des tests d'évaluation, donc figurent dans un fichier. Mais en face, chacun a une note. Donc il y a le critère de mention, mais il y a également un troisième critère qui est celui du diplôme. Parmi eux, il y en a qui ont un diplôme académique, mais d'autres ont un diplôme professionnel. Donc il y en a qui ont fait les écoles normales d'instituteurs ou bien les écoles normales, je crois, supérieures, UNS, donc qui ont vocation à enseigner. Donc nous avons mis dans notre paquet de simulation tous ces critères pour pouvoir proposer bientôt au gouvernement la démarche de reversement de nos compatriotes qui font aujourd'hui 31 000, mais qui sont d'importants acteurs de notre système éducatif. Restons toujours à Cotonou. Notre pays, le Bénin, a noté au ministère des Affaires étrangères des avancées significatives de coopération avec plusieurs pays et a exempté de visa les Africains, ceci depuis 2017. C'est l'une des préoccupations et explications du ministre des Affaires étrangères de la coopération du Bénin au détour de l'exercice de bilan des 8 années de gestion du président Patrice Talon, notamment dans le ministère des Affaires, au ministère des Affaires étrangères, à la question de savoir ce qui c'est réellement, ce qu'on peut entendre par panafricanisme. J'y arrive. Voici les explications de Olusegun Bakari. Le panafricanisme prôné par les pères de l'indépendance, c'est un courant
qui a été importé par le président Nkrumah, le feu président Nkrumah du Ghana, avait pour objectif d'unir les peuples africains, de faire en sorte qu'un Ghanéen se sente bien en Tanzanie et qu'un Béninois se sente bien en Égypte ou en Afrique du Sud. C'était cela le sens, et que nous puissions ensemble unir nos forces pour pouvoir construire notre continent et peser sur l'histoire du monde. Le panafricanisme qui consiste à vociférer sur les réseaux sociaux, ce que nous devons à notre jeunesse, à nos peuples, c'est un panafricanisme de développement, un panafricanisme d'action concrète. Et le panafricanisme que nous défendons depuis 2016, et c'est le régime de la rupture, c'est le président Talon qui l'a mis en place. Moi je le dis, le premier acte panafricain est l'un des plus importants posé depuis 1960 et celui qui a été posé en 2017 par le président Patrice Talon et qui consiste à dire qu'on exempte de visa tous les Africains sur le territoire national. Parce que vous n'imaginez pas, au moment où nous sommes en train de parler de la zone de libre-échange continentale africaine, qu'aujourd'hui, il soit plus facile pour un Européen, un Chinois ou un Américain de voyager à travers le continent africain que pour un Africain. La question que nous avons posée, la question posée par le gouvernement du président Patrice Talon, et c'est ce qui montre notre panafricanisme, a été de dire, mais pour qui on construit cette zone de libre-échange? Est-ce pour les Africains? Si c'est pour les Africains, la première chose que nous devons faire, c'est faire en sorte qu'un jeune homme béninois qui découvre une opportunité d'investissement ou une opportunité d'affaires de l'autre côté du continent puisse s'y rendre sans qu'on lui demande un visa. Et c'est ce que nous avons fait de notre côté. Et parlant de bilan dans ce ministère, profitant de l'occasion, le ministre est revenu sur quelques actions clés permettant aux pèlerins de désormais voyager sans grande difficulté avec des commodités bien améliorées. Olusegun Bakari qu'on retrouve. Cela est conforme aux efforts qui ont été faits jusqu'à présent et qui sont le résultat d'une parfaite collaboration entre les différents acteurs. Je disais tout à l'heure le gouvernement, mais aussi les sociétés convoyeuses et l'Union islamique du Bénin. Nous avons toujours des choses à améliorer, mais je pense que nous avons fait des bons important. Aujourd'hui, il n'y a quasiment, il n'y a plus de pèlerins qui se plaignent d'avoir payé, de ne pas se retrouver sur les vols ou de manquer le vol pour y aller. Ce sont des avancées importantes, mais nous allons continuer à travailler pour améliorer le confort et faire en sorte que ce moment essentiel de la foi musulmane demeure un moment de sérénité pour nos compatriotes musulmans. Du ministère des Affaires étrangères au ministère de la Sécurité publique, ce n'est qu'un pas. Le gouvernement du président Patrice Talon a opté depuis quelques semaines en arrière au bilan de gestion de ministère par ministère après 8 années de gouvernance. Se donnant l'exercice il y a quelques jours en arrière, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, après avoir évoqué les multiples réformes et actions entreprises dans le domaine de la sécurité au Bénin, il n'a pas manqué de revenir sur les aspects de la libre circulation des personnes et des biens. Et pour l'heure, selon le ministre, le Bénin, dans l'espace UEMOA, est le premier pays ayant reçu le premier prix relatif à la libre circulation des personnes et des biens, ce qui dénote notamment de sécurité au niveau des corridors. La libre circulation extrait des propos de Alassane Sédou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En 2019, nous avons reçu le premier prix de l'UEMOA par rapport à la sécurisation des corridors. Les corridors, c'est les grands axes routiers qui relient notre pays aux autres pays. Le premier corridor, c'est de Lakodji à Craqué. Le deuxième, Cotonou-Malanville. Le troisième, Dassa-Porga. Ainsi de suite, tous les corridors ont été numérotés. Par rapport à la sécurisation et la fluidité des corridors, le Bénin a reçu le premier prix. C'est vous dire que dans la sous-région, quand même, le niveau de sécurité du Bénin est apprécié. Et nous sommes au top niveau. Mais ce qui est là, c'est perfectible. Nous continuons de travailler. Nous ne voulons pas dormir sur nos lauriers. Et les transporteurs savent ce qui se passe. Et ils savent ce qu'ils gagnent par rapport à ce changement-là. Parce qu'avant, lorsqu'un transporteur de bétail charge à Malanville, à chaque poste 10 000, avant d'arriver à Cotonou, il dépense au moins 120 000 à distribuer aux policiers, aux différents postes. Aujourd'hui, il arrive à Cotonou avec ces 120 000. Il ne paye pas un sou parce qu'il ne rencontre aucun policier sur la route. Nous avons d'autres moyens de contrôle. Les pièces, aujourd'hui, on a un moyen pour vous faire avoir toutes les pièces. Vous savez bien, pour avoir l'assurance, il faut avoir la visite technique et puis les autres pièces. Or, on ne peut pas rouler sans assurance. Donc ça vous oblige à avoir toutes les pièces. Donc le contrôle sur la route, le rançonnement,
les tracasseries policières, on a pu mettre fin à ça. Et par ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rappelé que l'État donc a fait assez d'efforts pour garantir au Bénin une meilleure sécurité. Tout de même, il n'a pas manqué de revenir n'a pas manqué d'appeler, j'allais dire, chaque citoyen béninois à une coproduction sécuritaire. Alassane Seydou de nouveau. Je veux rassurer les populations béninoises que l'État fait de gros efforts. Nous travaillons de jour et de nuit pour que nos populations puissent vaquer librement à leurs occupations, pour que cette insécurité qui règne dans la sous-région ne pénètre pas dans notre pays. Et nous voulons que la population aussi soit prête à jouer sa partition. Nous vous avons dit que nous sommes dans une logique de coproduction de la sécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tous, pas l'affaire de la police seule. C'est l'affaire de tous. Tout le monde doit savoir que vivre en paix a un prix et chacun doit faire l'effort. C'est le message que j'ai pour la population et je demande à nos populations de soutenir la police, de collaborer avec la police, de ne pas faire preuve de rétention d'informations. La police en a besoin. Nous en avons besoin pour être efficace, pour protéger notre pays, pour protéger nos concitoyens. À l'instant, Alassane Seydou, il est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin. De cette actualité, mesdames, messieurs, ce sera donc le condensé de l'actualité nationale telle que traitée par la presse béninoise écrite. C'est la revue de presse sur Sota FM et c'est avec Lukman Ourouchio. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Prétendue acquisition de drones à des groupes terroristes, le Bénin rejette les accusations de Tiani. Principal sujet ce mardi, c'est d'ailleurs la manchette du quotidien Le Matinal. Selon le journal, mais également le Canada du Nord, le pays émergent, l'informateur Fraternité et surtout Matin Libre, le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari a fermement rejeté les accusations formulées par le général Tiani, leader du coup d'État au Niger, concernant une prétendue implication du Bénin dans des actions de déstabilisation du Niger. Lors d'une récente intervention sur la télévision publique nigérienne, rappelle Le Matinal, le chef de la junte a accusé le Bénin d'acheter des drones destinés à être remis à des groupes terroristes. Une accusation que le gouvernement béninois qualifie de fausse et dénuée de tout fondement objectif, rapporte le journal qui indique que le ministre des Affaires étrangères a exprimé son désaccord en adressant un courrier officiel à son homologue nigérien tout en convoquant la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger à Cotonou. Alors, nouvelle accusation des autorités nigériennes reprend Matin Libre. Le Bénin proteste auprès de la chargée d'affaires du Niger. Olusegun Bakari réaffirme la disponibilité du Bénin au dialogue entre les deux pays, rapporte le journal. En commentaire, l'informateur estime que le Bénin récuse avec élégance face aux accusations infondées du Niger. De toute façon, rassure le ministre béninois des Affaires étrangères, le Bénin ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser le Niger. Cite en manchette Fraternité qui retient que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, reste engagé pour un dialogue sincère et constructif. Et parlant du chef de l'État ainsi dans la suite, le Chasseur Info rapporte que Patrice Talon a effectué hier, lundi 30 décembre, une descente à la caserne militaire de Dessa à Alada. Là-bas, fait savoir le journal, Talon a exprimé les reconnaissances de la nation aux soldats. Pour le Canada de Ménotin, c'est-à-dire Fraternité, Talon galvanise la troupe. Oui, renchéri quotidien d'Abarou, Patrice Talon dope le moral des soldats au cours de sa visite à la caserne de Dessa d'Alada. Le Canada du Nord n'en dira pas le contraire lorsqu'il écrit en titre que pour galvaniser les troupes au front, Talon déjeune avec les forces de défense et de sécurité. Et depuis Alada, informe d'Aïbi Info, le chef de l'État a adressé son message de vœux de nouvel an aux côtés des forces de défense et de sécurité. Pendant ce temps, dans le reste, Matin Libre rapporte la libération de Wikotan Stanislas, le président du collectif des dockers. Le journal rappelle qu'il a suffi une annonce dans un message audio sur les réseaux sociaux pour qu'on apprenne l'arrestation de Wikotan Stanislas. Et dès que les dockers ont appris l'arrestation de leur leader, le port a été entièrement paralysé. Selon le média Palabro quotidien, dockers, pointeurs, Drelly, chefs d'équipe et tâcherons ont collectivement décidé d'abandonner leur poste jusqu'à la libération de Wikotan Stanislas.
Une pression qui a payé puisque dans la journée de ce lundi 30 décembre 2024, Wikotan Stanislas a été libéré après sa présentation au procureur. Et juste après sa libération, rapporte le journal, il a rencontré les dockers et les invités à reprendre aussitôt le travail. Pour mon confrère, la pression des dockers a payé. Les autres détails à découvrir dans les colonnes du journal. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue, dernier numéro de l'année 2024. Merci de m'avoir suivi. Mes voeux de bonne et heureuse année 2025. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Et bien voilà, ainsi se referme cette session, la dernière session justement de 2024. Et ce sera tout. À nous revoir pour l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et on le souhaite vivement, Dieu le voudra. À la collaboration technique, on retrouve Aboubakar Doko, à l'édition Ousmane Tinola. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. On se retrouve en 2025. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci.